Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview, cette nouvelle interview. Aujourd'hui avec moi j'ai un guest que je considère comme l'un des plus grands youtubeurs français dans le domaine du catch et accessoirement aussi une des personnalités françaises de catch les plus sympathiques ma foi et sans doute l'une des plus geeks. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Sturi. Salut Sturi. Salut Asmeo, comment ça va? Bah écoute, moi ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Merci de m'accueillir en tout cas pour ton interview, ça fait plaisir. Bah Depuis le écoute, temps qu'on essaye en plus de se la caser, c'est bah tout à fait. voilà, Bah, ça y est. merci à toi du coup d'avoir accepté l'interview. Alors, est-ce que tu pourrais, on va dire, un petit peu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors ben je m'appelle Sturi, hein, voilà, bon, je suis connu donc dans le monde du catch sous le nom de Sturi. J'ai 30 ans, hein, voilà, sur YouTube, j'ai l'impression d'être un peu vieux justement quand tu parles de tous ceux qui font des trucs en rapport avec le catch. J'ai l'impression d'être un peu l'ancien, un peu la vieille génération. Je suis un fan de catch depuis tout longtemps, depuis que je suis tout gamin. J'ai découvert le catch au début des années 90 sur Canal et je m'en suis jamais lassé au point que, au bout d'un moment, j'ai décidé de prendre le pas et de devenir, dans un premier temps, arbitre puis catcheur, où j'ai été m'entraîner à partir de 2007 à la ICWA. Et par la suite, j'ai créé ma propre structure, N-Catch, avec Ludivine Hugo, qui va co-animer avec moi la future émission C'est ça le Catch FM, et Alexei Petrovic. Et bah, ensemble, on a vécu de belles années à essayer de proposer des shows de bonne qualité sur la France, un petit peu partout, notamment, et ce qui a été surtout retenu, c'est à Paris Manga, en 2010-2011. Et là, depuis 2013, malheureusement, une grosse blessure au genou m'a éloigné des rings. J'ai jamais véritablement su me remettre en bonne condition pour espérer continuer le catch. Et voilà, j'ai pris la décision, la sage décision de m'arrêter. Et à partir de 2000, ouais, fin 2014, j'ai décidé de refaire quelque chose pour le catch et bah, j'ai décidé de tenter l'aventure sur YouTube parce que je suis un grand fan des nouvelles technologies. Je suis un gros fan de ce qui se fait actuellement sur YouTube, des gens qui font du let's play, qui font des chroniques, etc. Voilà, je m'y suis mis, je me suis lancé et apparemment ça a l'air de vous plaire. Donc bah, voilà, j'ai pas prévu de m'arrêter. Ouais, c'est vrai que tu as commencé donc du coup l'année dernière, on va dire, donc ça fait pratiquement un an et on va Ça aussi va faire un an là, quasiment, ouais, pile du coup poil, un an. Voilà. on va pouvoir aussi revenir sur l'intégralité de ton parcours en tant que fan, mais également sur ton parcours professionnel au sein du monde du catch. Ouais. En tant que fan, comment as-tu découvert le catch finalement? Qu'est-ce qui t'a Alors, incité à ou poussé à devenir fan? Alors, en fait, c'est tout con. Mon père était apparemment aficionados des programmes de catch qui étaient diffusés à l'époque sur Canal. Lui-même allait voir du catch quand il était petit. Vu que bon, je suis originaire du nord de la France, le nord de la France, c'était vraiment une région, je vais dire, porteuse du catch en général. Donc voilà, quand Canal a décidé de diffuser du catch, bah, c'était devenu un petit peu le rendez-vous hebdomadaire avec mon papa. On regardait ça tranquillement et moi très vite, bah, j'ai assimilé le catch un peu comme un gosse assimile les dessins animés. Voilà, j'avais mes héros, j'avais Hulk Hogan, j'avais Ultimate Warrior, j'avais l'Undertaker. Et bah, à la différence de beaucoup, je m'en suis jamais lassé et c'était devenu un rendez-vous incontournable. D'abord le mercredi, puis après le samedi matin sur Canal+, à ne jamais rater une émission de catch. Enfin, les pay-per-view qui étaient diffusés, tout ça, j'ai jamais lâché en fait. J'ai toujours trouvé dans ce divertissement bah, des histoires toujours bien racontées, des rebondissements, bref, comme une bonne série. Et je m'en suis jamais lassé. Et, et puis voilà, quoi, l'acheminement du fan s'est fait petit à petit, sans jamais se lasser. C'est ça aussi qui est important. Je me dis toujours, un fan de catch en général se lasse un petit peu au bout d'un moment. Il arrête de regarder 2 3 ans. Je sais pas pourquoi, moi, je me suis toujours accroché à ça. J'ai toujours trouvé ça super intéressant. De fan à catcheur, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé et lancé à devenir catcheur finalement? Ben, en fait, c'est un peu con. Voilà, je m'en cache pas. Quand j'étais gosse, que j'étais fan de catch, il y avait malheureusement très peu d'autres fans de catch dans le coin, puisque c'était vraiment pas du tout la mode. C'était dans les années 90. Il faut savoir, être fan de catch, vous étiez montré du doigt et un petit peu atypique, etc. Et bon, moi, je m'en cachais pas. Et le très peu de nombre de personnes que j'avais su convertir au catch, voilà, on s'amusait chez nous à faire des conneries avec le catch. On faisait semblant de se bagarrer dans le jardin, ce genre de conneries-là.
Et un jour, j'ai un de mes potes qui m'a dit, ça devait être en 2003, il y a un show de catch près de chez toi, genre un patelin à côté, c'était même pas 1 kilomètre, à Ranagaman-Web, c'était en 2003, dans le nord de la France toujours. Il me dit, il y a un show de catch organisé là, est-ce que ça t'intéresse qu'on aille le voir tous ensemble? Et je me souviens, on y a été, et c'était la ICWA, c'était au tout début de la ICWA, que j'avais déjà connu par le biais des forums, à l'époque sur le forum d'RTL 9, le forum de Catchland, et de découvrir en fait que il y avait une école proche de chez moi avec des tonnes de gens justement qui étaient plus ou moins de mon gabarit et de mon époque, avec les mêmes connaissances que moi sur le catch. Bah, ça m'a vite inspiré. J'ai très vite, je suis très vite en fait tombé en admiration sur la structure. Je les ai suivis quand même pendant très longtemps, mais je me suis toujours dit, attends quand même de sécuriser tes bagages, tes diplômes, etc. avant de t'y lancer vraiment. Et en 2007, la ICWA, donc Booster et Boulapunk me connaissaient très bien, puisque j'étais fan, je réagissais avec eux sur les forums, tout ça. Ils m'ont demandé, en fait, parce que je leur avais déjà dit que j'aimerais bien être dans le milieu, mais pas être catcheur, je voulais être arbitre. Et ils m'ont dit, ok, ben, Yann Colby, qui était arbitre à ce moment-là, en 2007, allait devenir catcheur. Ils m'ont proposé du coup de me faire une formation éclair, parce qu'ils allaient avoir pas mal de shows, afin de rentrer dans le circuit en tant qu'arbitre. Et aux entraînements, en fait, je pensais avoir un entraînement d'arbitre. En fait, pas du tout. Les entraînements, que tu veux être arbitre, commentateur, n'importe quoi en rapport avec le catch, ben, faut que tu t'entraînes, faut que tu apprennes à psychologie du catch. Et la meilleure manière d'apprendre tout ça, c'est de s'entraîner, c'est de maîtriser les bases, les chutes, etc. Et pour ceux à quoi je pensais pas être doué, au final, ça s'est plutôt bien passé au niveau de l'apprentissage. Et voilà, j'ai évolué comme ça pendant quelques petites années. Finalement, être arbitre est aussi difficile qu'être catcheur finalement, parce que étant donné que tu m'expliques qu'il y a les mêmes entraînements, on va dire, euh, quelles sont finalement les responsabilités ou quels sont évidemment le rôle d'un arbitre au sein même d'un match? On va dire c'est tellement banal comme question, mais finalement, il y a des fois on peut se le demander, quel est le vrai rôle d'un arbitre? Si tu veux, en fait, on va pas se mentir, le but du catch, bon, on sait bien que le catch, voilà, je vais jeter le pavé dans la mare tout de suite, tout est scénarisé, tout est là pour te proposer un spectacle des plus réels qui soit, des plus crédibles qui soit, sur une confrontation, je vais dire, athlétique entre deux protagonistes. Pour crédibiliser la chose, il faut forcément que tu aies un arbitre, quelqu'un qui fait respecter les règles, même si on sait voilà, que les règles dans le catch sont faites, bien entendu, pour être brisées. L'apport de cet arbitre, justement, vient légitimiser le fait qu'il y a une opposition réglementée entre deux catcheurs. Et cet arbitre, en fait, le rôle de cet arbitre, c'est d'y apporter un maximum de crédibilité. Et c'est là, en fait, où le jeu est intéressant, parce qu'il reste l'arbitre une pièce essentielle dans un bon match. Tu peux regarder un super bon match de catch entre deux stars de l'Indie. Si à côté de ça, l'arbitre est à chier à la masse, le spectacle va rentrer beaucoup moins bien. L'arbitre va vraiment être là pour crédibiliser l'action, essayer de faire vivre un petit peu plus ce qui se ressent à l'intérieur du ring, que ce soit par la manière de procéder à ses tombées, de la manière dont il va faire jugement d'autorité. Et voilà, non, l'arbitre reste quand même une pièce maîtresse, pardon, dans le monde du catch. Et voilà, quoi, un bon match de catch implique nécessairement un excellent arbitre. Donc finalement, l'arbitre peut sublimer le match à lui tout seul, ou peut apporter vraiment un poids non négligeable afin de vraiment rythmer le match et apporter quelque chose qui permettra au match de vraiment pouvoir être, on va dire, à part. Ouais, justement, j'aime bien ce que tu abordes là, la notion de rythme. Je pense que c'est important d'avoir un arbitre qui soit bien en rythme, je vais dire, avec l'action. Parce que tout se répète un petit peu comme une musique, tu vois, tout doit bien s'enchaîner avec des bons temps, des bons rythmes, des bons enchaînements. Et si tu as un arbitre un peu lent pour arriver sur un tombé, par exemple, ou sur une action, forcément, ça va se ressentir et ça va peut-être faire perdre du momentum, comme on dit, à la rencontre. Maintenant, dire qu'il doit sublimer, qu'il doit, voilà, je pense pas parce qu'un bon arbitre va toujours être transparent par rapport à l'action. C'est pas lui qui doit briller, c'est bien entendu les catcheurs. Le rôle de l'arbitre, c'est vraiment dans ce cas-là pour le spectateur secondaire. De son point de vue, ils doivent surtout servir à crédibiliser la rencontre qui est en train de se dérouler. Finalement, il doit s'effacer au profit des catcheurs, finalement. Ouais, voilà, s'effacer et faire acte de présence, pas perdre le rythme, pas perdre la main et voilà, être présent au bon moment, quoi. C'est méga important, quoi. Surtout, j'en parle toujours en France. Malheureusement, j'ai, à mon sens, hein, que très peu de bons arbitres.
Et voilà, un combat avec un mauvais arbitre va tout de suite se ressentir parce que voilà, il va être un peu lent pour aller suivre une action particulière. Il va pas faire jugement d'autorité au bon moment. Et alors qu'à la différence, un bon arbitre peut justement aider un combat à le rendre meilleur, alors qu'à la base, il aurait peut-être pas été aussi bon s'il n'avait pas été là. Enfin, je prends toujours en exemple mon bon vieux copain Yann Le Kersodek, que je salue, qui est pour moi l'un des meilleurs arbitres à l'heure actuelle en France, si ce n'est pas le meilleur. Qui, voilà, il sait vivre et refléter l'émotion de chacun des combats dans lesquels il est impliqué. C'est méga important, quoi. J'adore l'observer quand il arbitre. J'ai aussi la chance de pouvoir le voir sur divers shows, Monsieur le Kersodek, et je peux dire que j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il est à la fois d'une certaine manière, il peut réagir avec le public, mais il réagit aussi avec les deux catcheurs. Il arrive à s'effacer afin de vraiment mettre en valeur le combat, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui arrive à être peut-être pas forcément l'égal d'un Charles Robinson, mais il arrive aussi très très doué dans un match. Et Alors, c'était en tout cas, aussi la comparaison lui fera plaisir. ah bah c'est un peu le principe finalement. On a parlé du coup de tes débuts en entraînement à la ICWA, donc de passer de arbitre à N-catch, il y a eu comment finalement ça s'est passé? Ben, en fait, je suis donc passé de arbitre à N-catch tout simplement avec la ICWA. On a eu quelques petites divergences par rapport à un spectacle qui va être organisé pour des étudiants en fait, que représentait Ludivine qui incarnait donc OCB à l'époque à la ICWA. Elle avait en fait un projet d'études dans le cadre donc justement de sa licence, qui est une licence sur les arts ah, les arts des technologies numériques audiovisuelles, de faire un spectacle de catch en fin d'année pour appuyer donc justement le rapport de stage de ses étudiants. Et ils avaient décidé à l'unanimité de faire un spectacle de catch dans lequel ils allaient impliquer voilà toute une régie technique qui allait filmer le show, enfin quelque chose vraiment qui en jetait pas mal. Et à la base, forcément, elle avait contacté la ICWA pour faire ce show. Bon, il y a eu une grosse divergence par rapport au budget qu'ils avaient pour pouvoir produire ce show. Donc, finalement, ils se sont rétractés. Ludivine et sa troupe d'étudiants ont décidé, en fait, de contacter des catcheurs, des arbitres, du roster à titre indépendant. Et bon, malheureusement, il y a une divergence avec la ICWA qui a refusé à cette époque-là que ces catcheurs impliqués aillent travailler là-bas. S'ils allaient travailler là-bas, c'était terminé pour eux. Ils ne revenaient pas à la ICWA. Donc, moi, je l'ai fait en toute à mes consciences de réaliser le projet de Ludivine. On était quelques-uns à l'époque. Il y avait donc Tom Delacroix, Alexei Petrovic, donc ex-ICWA. Il y avait donc Ludovic Lewezek, aussi ancien arbitre de la ICWA. On est parti ensemble donc, pour se lancer dans cette aventure, de réaliser ce show-là. Et on a eu donc l'appui et le support à l'époque de Marc Mercier de la FFCP qui nous a mis à disposition son ring, Dimitri Rostosiotopoulos et Driss Jaffali, donc déjà deux très gros noms à l'époque de la FFCP. On a également eu l'appui des catcheurs bretons Théo Tispoon et Jack Spain. Et le spectacle a su se réaliser, ça a donné un résultat qui était très bon. Enfin, le résultat final en vidéo a vraiment bien marché. Et du coup, on s'est dit, on va pas rester sur ça. On va on va lancer notre structure. On va d'abord se créer un réseau pour pouvoir continuer à s'entraîner. On a commencé à organiser des séminaires. On a été appuyé par la ville de Tourcoing et on a lancé un catch en fait, tout bêtement dans l'idée de faire vraiment du spectacle avec les moyens en fait de ce qu'on voit, dans les shows de catch. Je vais dire un peu plus prestige, c'est-à-dire s'appuyer sur des vidéos d'entrée, des lumières dans les salles, etc. Essayer de redéfinir un petit peu la valeur spectacle dans le catch. Et l'idée, en fait, c'était aussi de réunir des talents qui auraient à droite, à gauche, au sein de la France, en Belgique, de prendre un petit peu de tous ces meilleurs catcheurs de manière indépendante dans chaque structure et de les faire se confronter, de les faire se rencontrer, afin de donner un petit peu la chance à chacun de pouvoir s'exprimer dans le ring. On sait que N-Catch a pu être présent sur des événements tels que Paris Manga. Comment s'est réalisée finalement la collaboration entre Paris Manga et N-Catch? L'origine, en fait, je pourrais pas te la donner exactement. C'est Pierre-Alexis Levier, donc Alexei Petrovic, qui a eu les contacts pour organiser du catch à Paris Manga. Ça s'est fait assez naturellement en fait. Ils avaient donc déjà l'expérience en fait de la Japan Expo
qui accueillait déjà du catch à l'époque, et c'était donc la ICWA. Ils voulaient donc profiter, surfer un petit peu sur la vague du catch à cette époque-là, en 2010, pour également eux-mêmes proposer un spectacle de catch un peu original, un peu frais. Et bah, en fait, le contact s'est fait hyper naturellement avec, à l'époque, c'était donc Johan Boisseau qui s'occupait de ça, bah, qui s'occupe, je pense, toujours de ça aujourd'hui à Paris Manga, de nous donner en fait du samedi et du dimanche 2 créneaux d'1 heure pour pouvoir présenter des combats avec bah, la chance en fait en étant sur Paris de pouvoir ramener un petit peu plus du monde des 4 coins de la France et également faire de faire venir des superstars comme on a pu faire venir Manu, aka Afa Junior, le fils de la légende Afa qui avait évolué à la WWE avec l'évolution, au tout début de l'évolution. Pas l'évolution, pardon, j'ai dit bêtise. Legacy. Legacy, voilà, pardon. Et Joey Legend aussi, qu'on va plus présenter, parce qu'il a été un petit peu partout en Europe, dans le monde, qui est lui aussi un ancien de la WWE, l'entraîneur de Edge, Christian, de Michael Elgin dans le circuit indépendant. Bref, c'est un nom à ne plus présenter. On retiendra surtout aussi cette gifle monumentale de Christopher Judge, ancien acteur de Stargate Asien qui a interprété Tilk. Ouais. Cette gifle monumentale qu'il t'a mis en plein ring. Tu as déjà évoqué ça en plus lors de tes FAQ. Ouais. Après cette altercation en plein ring, vous avez pu en discuter un peu en backstage. Il a pu parler un petit peu de catch. Il a pu évoquer tout ça, non ? C'était un petit peu l'idée qu'on avait à Paris Manga si c'était venu justement à perdurer Paris Manga, c'était justement d'impliquer un peu les guests, que ce soit alors 2010-2011, il faut savoir, il n'y avait pas encore autant de youtubeurs qui étaient présents justement sur les salons de manière aussi éclatante qu'on voit à l'heure actuelle, parce que je pense que les conventions aujourd'hui, les gens sont attirés surtout par les conventions pour aller faire dédicacer le joueur du grenier, Bob Lennon, etc. Là, en fait, Johan Boisseau, l'organisateur, avait insisté pour qu'on implique Christopher Judge dans un segment de catch. Et bon, au début, on ne savait pas trop quoi faire parce que, étant donné que, voilà, si on le faisait participer à quelque chose, il fallait vraiment se caser, être sûr de ce qu'on pouvait faire. Et on est venu, donc, on a pris la décision tout simplement de le faire se présenter dans le ring, de faire une petite interview. Et bon, étant donné que moi, à la base, j'étais sur un rôle de heel, un rôle de sale gosse. J'avais pas envie de voir Christopher Judge dans le ring d'un catch me voler la vedette, donc j'ai tout simplement été dans le ring lui dire écoute garçon, t'as rien à faire là. Ça s'est transformé dans un segment de ce que vous connaissez, de ce qui tente sur les réseaux sociaux, de la baffe de Tilk, totalement lâche de sa part. Mais bon, ça fait partir un petit peu, ça fait partie du jeu et bon, apparemment avec les autres personnes, les autres catcheurs backstage, ça s'est bien passé. Il a été sympa. Moi, j'ai toujours cette baffe en travers de la gorge, donc on ne s'est pas trop adressé la parole. On va revenir un petit peu sur ton parcours à N-Catch. Finalement, comment s'est déroulée la suite sur N-Catch ? Bah, la suite, en fait, c'est plutôt bien déroulé. Bon, on avait franchement un peu de peine de perdre justement Paris Manga à partir de 2011 parce que voilà, au niveau du salon, on monopolisait vraiment l'attention de tout le monde, de tout le public, de tous les gens qui venaient voir qui venaient participer à la convention entre midi et 13h et 16h et 17h quand c'était à nous. En fait, les gens s'agglutinaient tous autour du ring, ça créait des embouteillages de pas possible, de malades. Et je pense que pour tous les commerçants qui étaient là, c'était compliqué pour eux de faire leur boulot tout simplement, puisque nous, il y avait énormément de bruit, il y avait la sono de Norbert qui tournait à fond, bref. Donc j'ai compris en fait que par la suite, le catch au sein même du salon allait pas pouvoir perdurer aussi longtemps, en tout cas dans cette configuration. Donc malheureusement, le catch a s'arrêté à Paris Manga. Nous, on a continué donc à organiser des spectacles dans le nord de France, enfin essentiellement dans le nord de la France. Sur la région de Tourcoing, sur la région de la Bassée, de Aisne, enfin c'est plus le bassin de Lensois en fait. On a continué à proposer des shows de catch. On a fait monter, on a mis en avant en fait nouveaux talents comme Tristan Archer, comme Mike Skills à l'époque. On avait la chance aussi d'avoir l'appui de Jonathan Gresham, un catcheur américain du circuit indie qui bouge un petit peu partout dans le monde, bah, pour pouvoir continuer de proposer des spectacles à un rythme à peu près d'un spectacle tous les 2 voire tous les 3 mois. Je voulais également revenir sur ton gimmick
spécial Pikachu. Comment as-tu eu l'idée de la création de ce personnage? En fait, j'ai pas du tout pensé à Pikachu au début quand j'ai créé mon personnage. Mon personnage, en fait, c'était un petit peu la JT des Flandres à la base. Donc c'est pour ça que je m'étais basé sur un dress code en noir et jaune. Enfin, j'avais plus à l'idée, bon, j'étais jeune, hein, de créer une espèce de, voilà, de fou furieux des Flandres, un peu désinvolte et un peu stéréotype du bon bof du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, à Paris Manga, Norbert Feuillant, comme j'étais en noir et jaune, avait lancé auprès du public que j'étais le cosplay officiel de Pikachu. Ça a fait marrer tout le monde. Et un petit peu plus tard dans le show, quand il avait balancé ça, je devais revenir pour un segment et je me suis dit, tiens, ce serait cool que j'aille acheter un bonnet Pikachu, que je le présente comme ça à tout le monde et que je l'écrase en fait dans le ring. Je lui porte une descente du coude, etc. pour détruire le symbole absolu des mangas en l'image de Pikachu devant tous ces fans de manga, tous ces fans de Japanime. Et en fait, c'est venu comme ça. Et je ressortais petit à petit, en fait, cette image a continué de se poursuivre. Et j'ai sorti le bonnet de Pikachu un petit peu partout. Que soit j'arborais fièrement quand j'étais face, ou soit que je détruisais devant tout le monde quand j'étais heel, quoi. Ça a pas trop mal marché. Puis voilà, je pense dans le catch, partir avec des idées reçues, comme je l'avais fait au début, de ma gimmick, ça sera ça, etc. Au final, on fait du catch pour le public, donc le public peut décider oui ou non, est-ce que ça te plaît, etc. Et c'est toujours cool de pouvoir en jouer. Donc voilà, c'est le public qui m'a poussé en fait à utiliser, à exploiter ce côté-là de la gimmick. Sachant qu'en plus, c'est quand même le gros point fort du catch, c'est que c'est une culture qui est en perpétuelle évolution, qui est tout le temps en progression. Donc forcément, un gimmick peut tellement évoluer grâce au public. Donc tu peux très bien passer de Pikachu à autre chose par la suite. Ouais, enfin, c'était resté Pikachu, au final, c'est pas plus mal. J'ose pas imaginer ce qu'ils auraient trouvé par la suite. Non, c'était pas mal, puis voilà, ça, à Paris Manga notamment, ça avait vraiment tout son sens. Par la suite, après N-Catch, quelle est la suite de ton parcours? Je vais même dire en parallèle d'N-Catch, en tant que catcheur, j'ai eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises à la PC. Donc je salue, hein, je salue encore et je remercie Fausto Constantino et toute son équipe de m'avoir accueilli de si nombreuses fois là-bas, où ça s'est toujours très bien passé. C'était un peu le public justement de région parisienne qui connaissait Paris Manga, qui connaissait un petit peu mes délires. Donc ça s'est toujours bien passé là-bas. J'ai eu l'occasion aussi de bosser dans un tout autre registre à la Lucha Libre, au bar de la Lucha Libre dans le 5e, dans lequel je me suis vraiment pas mal amusé parce que c'est vraiment très différent. C'est toute une autre ambiance de catcher devant une petite cinquantaine de personnes, en général entre 20 et 35 ans, qui viennent juste passer une soirée détente et un peu kitsch avec le catch. Donc ça a été aussi une expérience assez cool. J'ai eu l'occasion aussi de faire les débuts, de participer beaucoup au premier show de West Catch, la fédération de Theo Teaspoon et de Jack Spain, qui aujourd'hui est vraiment une des plus agréables à suivre, je vais dire, dans le paysage français. Et en tant qu'arbitre, j'ai continué d'arbitrer en parallèle, notamment beaucoup à la FFCP. En Belgique, à l'époque, à la BCC, qui avait pris le pari de faire venir beaucoup de stars européennes dans leur show. Et ça m'a apporté pas mal d'expérience au niveau de l'arbitrage. Et puis j'ai continué après aussi à arbitrer en me faisant des contacts comme ça en Hollande, à la Pro Wrestling Showdown de Sean Lucas. Là, j'ai eu l'occasion aussi de croiser pas mal de belles stars mondiales, comme par exemple Luke Gallows, puis après les catcheurs européens, Tommy End, Emile Sitossi, voilà, tous ces beaux noms-là. Puis voilà, quoi, chemin faisant, j'ai continué d'avoir des contacts pour bosser un petit peu à droite à gauche. Les agendas étaient bien remplis. Et malheureusement, c'est ce qui arrive dans ces cas-là, quand voilà, la condition physique ne suit plus vraiment. La blessure arrive et en 2013, voilà, tout se termine un petit peu d'un coup sec. Alors tout se termine en tant que catcheur, mais après tu pouvais continuer en tant qu'arbitre, étant donné que c'est quand même ta formation initiale d'être arbitre. Euh, Comment ça se passe de passer de catcheur à arbitre finalement? Euh, c'est plutôt l'inverse en fait qui s'est produit. Je suis passé plutôt d'arbitre à catcheur. Quand j'étais arbitre, je me souviens qu'en Belgique, j'avais un peu cette réputation que m'avait fait Christophe Ajus d'être un peu dandy, un peu prétentieux, un peu sûr de moi, mais un peu aussi, enfin, un peu bonne patte. C'est-à-dire le public avait beaucoup en Belgique tendance à se moquer de moi, donc j'ai pu exploiter ça vraiment très bien en Belgique,
où ma gimmick était vraiment l'ancien arbitre qui avait décidé d'être un jour catcheur et de prouver au monde qu'il était capable voilà, de faire ses preuves sur le ring. Euh, Après, ouais, non, en France, c'est passé un petit peu plus naturellement, quoi. J'y avais aucune référence à mon passé d'arbitre. Donc voilà, que la transition s'est fait assez naturellement. On va commencer un petit peu à évoquer les débuts de ta chaîne YouTube. Comment t'es venu le nom de C'est ça le catch? Alors, c'est ça le catch, en fait, c'est très con. J'ai passé des heures et des heures à voyager, en fait, un petit peu partout en France avec mes camarades de route hein, pour bouger d'un show à l'autre. Et on a toujours, forcément, quand on se retrouve à une bande de 3 ou 4 catcheurs dans une voiture, forcément, on va parler catch, on va parler un petit peu du business, on va parler de trucs qui marchent, de trucs qui marchent pas. Et à chaque fois que je ponctuais une de mes argumentations, je terminais toujours par bah oui, mais c'est ça le catch. Tu peux faire ça, c'est ça le catch. Et en fait, je sais pas si ça, ça avait tendance un petit peu à agacer tout le monde, mais en tout cas, c'était devenu un petit peu une marque de fabrique. Et je me suis dit, tiens, si je balance un jour un truc, un produit, un site, n'importe quoi, je vais l'appeler C'est ça le catch. Et même très vite, déjà, je crois en 2010, j'avais créé la page Facebook qui était peu connue à l'époque, C'est ça le catch où bah, voilà, je balançais surtout un peu des trucs de fans, quoi. Je balançais des clips vidéo sur des catcheurs que j'aimais bien, avec des petites notes que je ponctuais par ces sales catch. Et donc, du coup, voilà, quand j'ai démarré sur YouTube, j'ai repris ce nom-là qui me collait très bien. Et voilà, je trouvais que ça passait bien dans le paysage. C'était très différent de tout ce qu'on voit habituellement avec des WWE, wrestling, etc. J'avais vraiment envie de donner la French touch et de garder quelque chose voilà, de naturel. Dès le début, tu savais que tu allais faire du gaming ou tu avais déjà décidé de faire peut-être autre chose sur ta chaîne? En fait, à la base, je voulais plus parler de catch dans un esprit web. Enfin voilà, je voulais plutôt parler de catch, faire des reviews de pay-per-view, etc., des chroniques, des critiques, ce genre de trucs-là. Mais je me disais, est-ce que j'ai un support vidéo, est-ce que j'ai le matériel pour ça, c'était une autre paire de manches. Donc en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas pour intéresser les gens, pourquoi pas utiliser le gaming bah, pour parler catch, pour essayer d'apporter un petit peu de connaissances, un petit peu partager cette passion à travers le gaming. Donc je me considère, même si je fais essentiellement 90% de la chaîne, c'est du gaming. Euh, En fait, ce que j'essaye de véhiculer par là, c'est de véhiculer une image positive du catch, une image fun et décalée, et pas péjorative comme les médias ont tendance un peu facilement à apporter. Voilà, une ambiance cool et détendue pour essayer de présenter au mieux ma passion, parce que voilà, je fais avec depuis déjà autant d'années. C'était important pour moi d'essayer de la communiquer, essayer de toucher un maximum de monde. Et en fait, le gaming est venu assez naturellement là-dedans, quoi. C'était l'occasion voilà, de faire vibrer, faire partager cette passion à tout le monde. Après, est-ce que tu envisages de faire des vidéos catch hors gaming sur, je ne sais pas, de la prévention, de l'explication ou autre, mais hors gaming? J'ai déjà fait des podcasts des podcasts un petit peu rigolos sur des chroniques de pay-per-view, des chroniques notamment, ouais, je repense à celui que j'ai fait sur le G1 Climax 2015 de NJPW. L'idée, en fait, c'était d'apporter une autre vision, en fait, une vision un petit peu plus fun de la chronique de pay-per-view. Maintenant, il y a vraiment énormément de bonnes choses, je trouve, dont par exemple toi ce que tu fais, ce que font plein d'autres youtubeurs à faire des chroniques de pay-per-view. Que je me suis dit, je vais laisser ça de côté et peut-être voilà revenir par la suite. Je réfléchis encore à un projet pour parler de catch, pour expliquer des trucs et donner un peu plus mon avis sur telle ou telle chose dans le business. L'idée derrière ça, c'est essayer de rassurer les fans de catch qui ont toujours tendance à se dire on aime un truc mais on n'en est pas forcément hyper fier parce que autour de nous tout le monde dit ouais mais le catch c'est chiqué, tu regardes des gros bonhommes faire les coups en slip, etc. C'est essayer de casser ces préjugés, que les fans de catch soient fiers d'avoir un divertissement qui est l'un des plus complets, l'un des plus exceptionnels qui soit sur la planète Terre. Bah voilà, de vivre à fond leur passion, quoi. Donc peut-être essayer de revenir par la suite avec une chronique dans ce genre-là sur YouTube, ça pourrait être bien. Je me tâte encore, mais j'y travaille en tout cas.
Mais sachant qu'en plus le grand public a certes cette idée très stéréotypée du catch, c'est également le même cas de figure aussi dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine geek, où la plupart des gens trouvent que le jeu vidéo soit est trop violent, soit peut inciter les gens à faire la guerre, etc. Mais finalement, le public a toujours des idées préconçues sur un domaine. Nous, principalement, c'est le catch, ça peut être également le jeu vidéo, mais on voit une certaine évolution de la part du public pour montrer quelque chose de plutôt positif dans le domaine du jeu vidéo. Ça viendra certainement avec le temps vis-à-vis du catch. Faut pas désespérer non plus. Pour le jeu vidéo, quand on voit aujourd'hui le nombre d'abonnés qu'a par exemple Squeezie sur YouTube, où là on dépasse les 3-4 millions, j'ai pas les chiffres en tête, quand on voit le nombre de let's players qui ont plus d'1 million d'abonnés, le jeu vidéo pour moi a vraiment un beaucoup plus gros public que le catch. Parce qu'aujourd'hui, des youtubeurs à faire essentiellement du catch vont pas dépasser, pardon, et encore c'est ceux qui font du gaming, les 13 000, 14 000 abonnés. Enfin en tout cas de ceux que je connais. Enfin français bien sûr, francophone. Donc on a, je pense, une marge de retard par rapport au monde du jeu vidéo qui est hallucinante. Donc peut-être faire le lien avec le jeu vidéo va essayer de rattacher des fans de jeux vidéo bien sûr au catch. J'en appelle aussi, et je le dis toujours, j'en appelle toujours aux geeks, aux fans de comics, aux fans de fantasy, qui pourraient également se retrouver dans l'univers du catch. Peut-être pas le catch mainstream comme voit la WWE, mais peut-être plus le catch indépendant, un peu plus décalé. Enfin voilà, il y a tellement de portes à exploiter pour le catch, pour essayer de l'amener avec une bonne image devant le public. Voilà quoi, je le dis encore, je l'avais déjà dit avant, mais on est tous, toi, moi et chaque youtubeur, pour moi, on est tous un peu ambassadeurs de cette image qu'on doit véhiculer du catch et en donner une image la plus positive qui soit. Je pense que c'est à tous nous rendre un super service. Alors, moi personnellement, j'ai toujours une vision un petit peu alternative du catch. Moi, je considère que le catch fait partie de la communauté geek ou de la culture geek, mais et donc c'est-à-dire ça englobe le jeu vidéo, le cinéma et plein d'autres cultures, mais ça fait également partie de la culture sport. Finalement, on peut aussi dire que le catch a su influencer bon nombre de choses dans la pop culture, que ce soit le monde du jeu vidéo, que ce soit également au Japon le monde du manga, ça peut être également le monde du cinéma. On peut dire que le catch n'est finalement pas si underground que ça et on peut le retrouver un peu partout son influence. Rien que par exemple le fameux Obey qui à la base vient de quelque chose en rapport avec André le Géant. Finalement, on pourrait l'expliquer auprès du grand public que le catch n'est finalement pas si beauf que ça et que sans même se rendre compte, on peut voir des choses catch partout dans le monde. Ah ben, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, on reste encore, enfin, notamment en France, un peu dans le stéréotype underground, parce que les codes ont totalement été cassés à la fin des années 70 quand les sponsors se sont désintéressés du catch. Parce qu'à l'époque, c'était quand même un gros phénomène avec les tournées Ricard. Voilà. Quand les sponsors s'en sont désintéressés, qu'il y a eu toutes les affaires en fait de perte de droits de diffusion et que les Américains ont débarqué avec leurs produits totalement édulcorés, la France, enfin, une grosse partie des anciens fans de catch se sont totalement délaissés de ce sport et les acteurs du catch en France, pour moi, l'ont pas suffisamment bien, comment dire, ont pas su évoluer, je vais dire, avec le catch. Enfin, je pense à l'ancienne WS qui a voulu faire une mauvaise copie de la WWE, a malheureusement pas su garder un engouement derrière elle et c'est devenu un petit peu un stéréotype des deux catcheurs à la fête du saucisson, pas en super forme physique, pardon, à combattre devant une trentaine de personnes. C'est devenu un petit peu ridicule. C'est dommage. Maintenant, cette image, je pense que nous, on peut jouer en tant qu'ambassadeur. Les médias, par contre, ont pas du tout joué le coup. À chaque fois qu'il va y avoir un reportage sur du catch, un journaliste va pas s'empêcher de balancer les stéréotypes et les banales phrases, les clichés. C'est du grand guignol, ils se sont tapés pour de faux. Voilà, il y a toujours ce petit côté-là. C'est assez simple à vérifier. Il y a qu'à aller sur YouTube, taper reportage catch. Vous voyez ce qu'on fait des chaînes comme France 3, comme France 2 même, etc. Moi, je suis assez désemparé quand je vois qu'il y a toujours cette image un peu ou cette question un peu con, mais le catch, c'est vrai, c'est faux. Merde,
j'ai toujours envie de dire comme un gros réac, on est en 2015, arrêtez de poser la question est-ce que le catch est vrai ou faux quoi. Si le catch était vrai, Triple H qui aurait drogué Stephanie McMahon pour l'épouser à Vegas, ce serait une connerie quoi, il serait en prison. Enfin voilà, c'est un spectacle. Ouais. Arrêtez d'y voir la notion avec le sport. Avec la récente diffusion du catch sur l'équipe 21, est-ce qu'on peut dire que le catch français peut être en bonne voie pour encore avoir je vais pas dire un effet de mode parce que je ne suis pas fan de ce terme, mais est-ce que tu penses que cela pourrait vraiment refaire venir une partie du public? Ça, c'est un super pari quand même de l'équipe 21. Et merci, un grand merci à Alain Mistrangelo qui produit l'émission et à Norbert Feuillant parce que ils ont, pour moi, une des tâches les plus ardues à l'heure actuelle pour le catch. Et ils ont la chance de l'avoir, cette tâche à remplir. C'est qu'ils ont le catch à portée de main sur une diffusion nationale, puisque l'équipe 21 est une chaîne de la TNT qui est accessible à tous. Euh, et chaîne gratuite accessible à tous, voilà. À la différence de la WWE qui est diffusée, enfin après ça dépend par rapport au bouquet, encore sur des formats payants. RTL 9, AB1, ça reste des chaînes pour certains bouquets numériques qui restent payants. Ils ont cette chance, et en plus de ça, d'avoir la Ring of Honor entre les mains, c'est-à-dire le produit, je vais dire, le plus peut-être pur, catchesquement parlant, si ça se dit, à présenter au public. Et si le public français, qui est toujours à plus défendre des valeurs sportives, etc., adhère à ce produit-là, il y aura une grande chance pour que le catch regagne un intérêt, je vais dire, un peu plus sérieux. Et ça va être vraiment intéressant pour l'exposition du catch, je vais dire, dans nos salles de spectacle. Euh, le public qui va s'éduquer avec de la Ring of Honor, ce genre de choses-là, si ça vient vraiment à marcher, va arrêter, je pense, d'applaudir des gars pas du tout en forme, en train de faire leur spectacle à la con à la fête du boudin, et va vouloir avoir des vrais catcheurs, des bons athlètes. Et ça, je pense, pour l'exposition et pour le catch français, parce que je raisonne toujours par rapport au catch français, c'est une super bonne chose. Alors, petite information avant de passer à une autre question. Il se trouve que l'équipe 21 cherche actuellement à combler sa grille de programme de beaucoup plus d'heures de retransmission sportive. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils font plein de rachats de droits sportifs, dont la Ring of Honor avec Alain Mistrangelo. Il me semble qu'ils ont récemment fait aussi la finale de l'ESWC, donc une finale d'e-sport carrément à la Paris Games Week. Donc en ce moment, ils sont en train de montrer à la fois des sports alternatifs, mais des sports de seconde ou division de sport pas forcément très médiatisés. Et c'est dans l'optique de l'équipe 21 de vraiment avoir un petit peu plus de temps d'antenne à diverses disciplines sportives telles que le catch. Donc je pense que tout ceci pourrait être que bénéfique pour à la fois pour le catch, pour la Ring of Honor et également pour le sport de manière Ouais, générale même en si gratuit. je reste toujours assez dubitatif sur le terme sport par rapport au catch. Enfin, pour moi, je reste toujours intimement convaincu que on fait un peu cette erreur d'affilier un peu trop souvent le catch au sport. Le catch, c'est un spectacle qui nécessite, à mon sens, des capacités sportives, ça c'est évident, mais qui doit rester présenté comme un spectacle. Sinon, l'amalgame se fait facilement avec le public, et c'est pour ça que tout le monde se pose la question. Enfin, la masse générale se pose la question. Ils se touchent pas vraiment, c'est pour du faux, etc., quoi. Moi personnellement, j'ai toujours dans l'optique de me dire que le catch est un sport et que toutes les personnes qui montent sur un ring sont quand même des gens qui se sont entraînés pendant des années afin d'avoir une condition physique, on va dire normale et au moins de pouvoir nous divertir et ils prennent tous les risques possibles. Selon moi, je trouve que c'est un sport. Mais après, étant donné que tu es plus professionnel que moi et que c'est quand même à la base ton secteur d'activité, donc tu es quand même beaucoup plus apte que moi pour juger. Moi, je respecte ton avis. Je respecte même l'avis général. Il y a même beaucoup de gens dans le milieu qui vont continuer de défendre le catch comme un sport. Ça, à mon sens, c'est faire fausse route. Mais voilà, c'est mon humble avis et je peux comprendre qu'on le partage pas. En effet, pour moi, un catcheur doit avoir des facultés sportives, doit être un athlète de haut niveau, approfondir son style dans tous les sens, que ce soit sur un point de vue bien sûr sportif, cardio, entraînement, sport de combat, ce genre de choses-là. Mais après, il y a tellement cette part de créativité, comment dire, de tout le côté artistique justement du catcheur qui bah voilà, l'éloigne totalement du sport, et c'est ce qu'on va en retenir. On a vraiment cet amalgame-là en plus en France, et notamment et surtout en France, c'est qu'un catcheur peut être mauvais dans le ring si à côté de ça, il a un personnage efficace,
voilà, les gens vont totalement oublier ces lacunes sportives, ces lacunes physiques, et vont se laisser prendre au jeu, donc justement du personnage, de la gimmick qu'il va interpréter. Donc à chaque fois rattacher ça au sport, bah, pour moi c'est pas le bon combat, je vais dire, si on veut essayer de défendre le catch médiatiquement, je dirais. Mais voilà, après je respecte, je comprends tout à fait. Je sais qu'en plus en disant ça, je vais peut-être m'attirer les foudres de beaucoup de gens qui mettent en avant le catch sportif, comme voilà, c'est le slogan repris par la WS et par énormément d'autres structures, de mettre en avant le côté sportif. Pour moi, on fait un peu fausse route, puisque voilà, tous les catcheurs, on fait tous la même chose. On scénarise tous des combats je vais pas dire de A à Z, mais on connaît tous avant d'aller à un combat le vainqueur, et l'idée c'est juste de balancer un spectacle qui soit divertissant, qui prenne pour le public, pardon, pour que le public se prenne au jeu, prenne le part d'y assister le plus correctement possible, et voilà, et s'éclate au final, quoi. C'est de créer ce suspense, voilà, tu peux pas créer un tel suspense dans un vrai sport de combat. Tout à l'heure, on a évoqué ta chaîne YouTube avec ton émission phare, pardon, C'est ça le catch. Il me semble que tu as évoqué dans les réseaux sociaux la nouvelle émission C'est ça le catch FM sur Banquise FM. Alors raconte-nous un petit peu la création de ce projet finalement. Alors en fait, c'est ça le catch FM, c'est tout nouveau, ça démarre donc ce mardi 24 novembre à 20h sur Banquise FM. Ça sera donc du coup une émission qu'on co-animera avec Rudy, qui est l'ancien animateur de l'émission Catch FM, qui a circulé de 2000, je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, de 2000, fin 2008 à 2011. Qui était donc du coup une émission bi-hebdomadaire sur le catch, qui voilà, donc chaque mardi soir, enfin un mardi soir sur deux avec une rediff, qui faisait donc l'analyse un petit peu des pay-per-view de la WWE, de la TNA. Et l'avantage en fait, c'est le fait qu'ils soient en studio, ils pouvaient se permettre d'avoir des invités donc sur place directement, et de donner la parole donc justement à des acteurs du catch en France, qui était plutôt chouette. Et j'ai eu l'occasion de participer pas mal de fois à leur émission, et quand Rudy et JB à l'époque ont arrêté l'émission, j'ai toujours insisté beaucoup auprès de Rudy pour un jour la refaire, parce que j'adore parler de catch, j'adore m'exprimer sur l'actualité du monde du catch. J'avais eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises grâce à Norbert Feuillant au CLPod. C'était le podcast qu'il animait sur Catchland. On avait participé de nombreuses fois à ça ensemble. Et bah, j'avais vraiment cette envie, comme je l'avais pour la création de la chaîne, de parler de l'actualité du catch, en y donnant vraiment un côté un peu fun. Cette opportunité donc du coup qu'on a avec Rudy de pouvoir relancer l'émission avec en plus Ludivine et sa touche un peu fraîche qui va nous rejoindre, ça va être méga intéressant. Donc voilà, donc ça je vous donne rendez-vous mardi 24 pour la première. Il y aura dans le système, ce sera une émission le mardi, probablement une rediffusion la semaine suivante, et une nouvelle émission comme ça à peu près tous les 15 jours. Enfin, sur le rythme, on est encore assez incertain. Il y aura peut-être des émissions qui se feront toutes les semaines, et par moment des rediffs. On ne sait pas encore, ça va durer entre 1h30 et 2 heures. Mais en tout cas, je vous y invite, on s'amusera bien. Et on pourra interagir directement en live, c'est ça qui va être cool. Alors d'ailleurs, en ce qui concerne le contenu de l'émission, ça va être principalement du débat, ça va être certainement aussi de l'analyse et de la chronique d'événementiels pay-per-view ou show. Enfin, tu ne parleras que des pay-per-view ou des pay-per-view plus show? On va parler un petit peu de tout. Je pense qu'on va parler de news. On va faire un petit peu le point sur les news de la semaine. Quand tu auras les gros pay-per-view, comme là récemment sur Survivor Series, forcément on va en parler. On va essayer aussi de mettre en lumière le catch français, parce que c'est aussi un peu pour ça que moi j'aime toujours œuvrer et défendre ce qui se passe et ce qu'il y a de bien dans le catch français. Donc on essaiera d'avoir des invités, des catcheurs, des acteurs du catch en France, et aussi je pense sur un point de vue plus large, des acteurs du catch tout simplement, des gens qui offrent pour le catch un petit peu dans l'ombre, qu'on connaît un petit peu moins comme ça sur internet, mais qui font quand même pas mal de choses pour notre discipline. Donc on essaiera comme ça de donner la parole à des personnes qui font des choses sympas et qui nous plaisent et qui peuvent voilà, porter un bon message pour le catch. Et je pense qu'aussi donc par rapport à l'interaction qu'on aura en live, on pourra donc justement se lancer dans des débats, se lancer dans de la chronique un petit peu plus poussée, mettre en lumière un petit peu ce qui se fait de bien dans le circuit indépendant,
parler de nouvelles stars qui vont sortir, enfin qui émergent un peu partout. C'est voilà, je pense on n'a pas de limite, on a cette liberté aussi de pouvoir dire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça va être intéressant et on s'est donné quand même les moyens de monter un truc sympa. Donc vous allez voir, ça va être cool. D'ailleurs, c'est assez marrant étant donné que tu reprends du coup le même créneau horaire qu'avait initialement Catch FM à l'époque. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est également le même créneau horaire juste avant Raw sur RTL 9. En gros, les gens peuvent se faire une soirée catch en premier avec C'est ça le Catch FM, plus après, juste après, ils peuvent enchaîner sur RTL 9 avec la diffusion, plutôt la rediffusion de Raw du coup. Ouais, par contre, on se ravage parce que si le mardi soir on spoil le Raw de la veille, les gens vont être dégoûtés. Oui, en effet, oui, Ouais, ça voilà. c'est Mais, sûr. mais voilà, après, ils écouteront la rediff ou autre. Le but, c'est. On va interagir avec des gens live, mais ce qui est bien, c'est d'avoir un podcast qu'on peut, voilà, après télécharger en MP3, se mettre dans le téléphone quand on va au boulot, en train, en transport en commun, dans le métro, etc. De se réécouter un peu de catch, d'écouter un petit peu la vie de certains. Voilà, c'est surtout le format audio qui me plaît là-dedans, le format radio, le format voilà, qu'on peut écouter même en faisant autre chose, en faisant sa vaisselle, n'importe quoi. C'est ça qui est cool, quoi. C'est un format que j'adore écouter tout ce qui est audio déjà, de même. Je vais appeler ça des collègues, hein, des mecs comme Wrestle Radio, voilà, de tous les podcasts qu'il y a à l'heure actuelle en France. J'aime bien écouter un petit peu tout ça. Je pense il manque d'avis justement sur ces formats audio. Donc c'est une bonne chose et je suis content de pouvoir y participer, y amener mon petit grain de sel, mon petit point de vue. Sans compter que tu auras également certainement des invités, soit en plateau, soit peut-être par le biais de Skype, qui sait. Ce qui permettra du coup d'avoir un avis peut-être un avis supplémentaire lors de vos débats en ce qui concerne les pay-per-view critiques, etc. Donc ça vous permettra peut-être d'apporter une certaine activité et peut-être qu'un chat sera disponible lors de l'émission afin que le public puisse également participer à l'émission d'une certaine manière. Alors, je crois que dans un premier temps, il me semble que réaction avec les réseaux sociaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça sera dans un premier temps avec les réseaux sociaux, tout simplement Facebook, Twitter, voilà quoi, proposer vos idées de thèmes, de débats, poser vos questions, des choses habituelles. Ludivine va s'en occuper et je pense qu'elle le fera très bien, de relayer toutes vos informations sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, on va, bon, par rapport à ce que tu disais, par rapport à avoir des invités sur Skype, le fait qu'on est en studio radio avec vraiment une qualité sonore d'une extrême précision. On va pouvoir avoir justement des conversations numériques, mais seulement à partir de l'année 2016. Ça va être au niveau du printemps 2016, puisque le studio de Banquise FM va être totalement rénové, réhabilité. On va avoir des locaux magnifiquement tout beaux. Donc on pourra commencer à envisager à ce moment-là de faire des interventions, des conférences à plusieurs en utilisant les technologies numériques. Donc ça va être cool aussi. Mais voilà, pour l'instant, on va rester sur du local. On a la chance d'avoir un studio et de pouvoir interagir avec les gens face à nous. Il y a beaucoup d'acteurs du catch en France, dans le nord de la France. Et on invite bien sûr à ceux qui veulent bouger à venir faire une émission avec nous, bien sûr, de nous rejoindre avec le plus grand des plaisirs. On va finir un petit peu sur ton parcours à toi finalement. Est-ce que tu as de futurs projets, des futures idées qui pourraient potentiellement arriver, que ce soit sur ta chaîne ou de manière professionnelle, de manière générale? Ben pour le catch, là, je vais revenir un petit peu, je vais repointer un peu le bout de mon nez là, dans l'actualité du catch en France, puisque je vais pouvoir participer, je pense, à une grosse partie des dates de la nouvelle tournée de la FFCP, la tournée des gladiateurs, où j'officierai en tant que speaker. Voilà, c'est la nouveauté. Je me dis que dans le catch, j'aurais un petit peu tout fait. J'aurais catché, j'aurais arbitré, j'aurais été promoteur, j'aurais été booker. J'aurais été monteur de ring, des monteurs de ring, j'aurais fait la sono, j'aurais tout fait. Voilà, là en ce moment je suis speaker. Et ça me plaît pas mal de pouvoir commenter, de présenter le catch voilà, au public, de faire cette liaison avec les gens. Donc là je serai sur la tournée de la FFCP. J'ai quelques contacts avec d'autres structures, avec quelques autres structures un petit peu partout en France et en Belgique. Donc on est en train justement de se caler des dates pour des galas où ils accepteraient de me recevoir avec plus grand plaisir. Donc voilà, je vais garder aussi cette faculté de pouvoir me déplacer, de voir un petit peu l'évolution du catch en France. Et si j'avais un message à passer par rapport à tout ça aux gens, voilà, moi voilà, je me suis fait sur mon avis sur ce qui était bon ou pas dans le catch en France.
Mais faites le vôtre aussi, bougez, remplissez des salles. C'est grâce à ça justement que le catch en France peut attirer des gens, attirer le regard un peu plus des médias et en l'espérant positivement. C'est quand les gens se déplacent et se rendent en masse à un spectacle, à un show, à une représentation. Donc voilà, vivez le catch, soyez fiers d'être fan de catch. Surtout ne vous en cachez pas. Alors, j'ai remarqué un peu ce que tu disais, comme quoi tu avais un peu touché à tout dans le monde du catch. Tu étais donc du coup promoteur, tu étais catcheur, arbitre, prochainement annonceur. On peut dire que tu es un petit peu le couteau suisse du catch finalement. Tu sais faire un peu tout, donc C'est peut-être ça en fait. Voilà, après Pikachu, je devrais peut-être m'appeler le couteau suisse, ça pourrait être pas mal. tu as peut-être des origines suisses, qui sait. Ah, je sais pas, en tout cas, je salue mes amis en Suisse. Je salue deux catcheurs en plus qui font des trucs sur YouTube et sur les réseaux sociaux qui sont cool, Top Sanders et Gianni Leon, qui parlent de conseils en muscu qui sont bien intéressants, qui ont un parcours super intéressant dans le catch. Donc voilà, petite référence à la Suisse, c'est le clin d'œil que je leur passe. Des personnes que tu avais déjà mentionnées, il me semble, dans ta dernière FAQ, si je me trompe pas. Ouais, dans l'avant-dernière, ouais, tout à fait. D'ailleurs, la troisième partie devrait sortir prochainement, non? Je pense que ça sortira pour fin novembre, début décembre. Soyez pas trop pressés, parce que ça nécessite quand même pas mal de temps. Et je me dis, en fait, comme j'ai déjà répondu à toutes ces questions en octobre, et je vois qu'elles sont peut-être plus véritablement au goût du jour, je vais peut-être la retourner, cette troisième partie, pour la remettre vraiment au goût du jour. Et ouais, voilà, je vais probablement la sortir pour la fin du mois de février. Il y aura une question, justement, et on vient d'en parler un petit peu ensemble, sur le catch fake, sur tous ces trucs-là, quoi, qui va être intéressante. Ça, je vous fais un petit teaser. Dans ce que j'ai dit là également, il y aura déjà un petit teaser là-dessus, mais j'y travaille pas mal et je vous y apporterai mon point de vue, ma réponse et voilà, qui t'a choqué peut-être un petit peu les gens, et vous verrez. Alors, en tout cas, désolé d'avoir un petit peu trollé ta FAQ. Alors ça, c'est mon gros défaut, c'est que Non, ne t'inquiète pas, c'était adorable. lorsqu'il y a une FAQ, moi, j'ai tendance à poser des questions parce que je m'intéresse vraiment à la personne, enfin, à l'humain derrière la caméra, derrière l'ordinateur, afin d'en savoir un petit peu plus. Et j'ai toujours ce défaut de vraiment poser beaucoup de questions, peut-être trop de questions. Après, c'est le boulot de Didier, hein, il fera un peu le tri des questions, enfin, s'il est motivé. Et bah écoute, on salue Didier, hein, voilà. Je sais pas s'il nous écoute. Eh oui, il va nous écouter, je pense, hein, si sa connexion est rétablie, s'il a pu payer ses factures à Béthune là-bas. Si voilà, je le salue et je salue sa famille nombreuse avec tous ses enfants. Voilà. Bah écoute, cette émission s'approche de la fin. Voilà, je crois qu'on a pu revenir sur un petit peu une bonne partie de ton Je parcours. viens de me rendre compte que j'étais hyper sérieux en fait. D'habitude, je suis hyper déconnant, je parle dans tous les sens. Là, j'ai été hyper concentré, sérieux. Mais c'est peut-être toi en fait, SMO, parce que très sérieux. Voilà, donc je me suis un petit peu adapté à toi. J'ai été très posé. Disons que comme toi, je suis un grand fan de catch et on m'a souvent dit comme quoi j'étais peut-être sérieux, très sérieux, peut-être trop pro. Mais je suis comme toi, j'essaye vraiment de montrer vraiment une belle image du catch et vraiment montrer que c'est quelque chose de très sérieux, de très concret. Pas forcément une sous-culture, mais vraiment quelque chose de très riche. Et le fait d'être sérieux, ça permet un peu, je sais pas, comme le fausseur de film qui peut être sérieux à la fois alors qu'il a pourtant une sorte d'humour noir dans ses vidéos. J'essaye vraiment de montrer un petit côté vraiment cadré, structuré du catch, ce qui se ressent également dans les débriefs ou quand tu regardes l'habillage ou quand tu regardes la manière de présenter. Ça fait très sérieux, peut-être trop sérieux, je peux comprendre. Mais lorsque je fais une interview, alors que ce soit avec toi, Sylvain, Norbert ou autre, euh, le principe de ces interviews, c'est vraiment de mettre la personne à l'aise et vraiment passer un petit moment agréable afin de pouvoir discuter, de pouvoir vraiment essayer d'expliquer aussi des choses aux gens qui ne connaissent peut-être pas forcément l'aspect du catch comme nous on le connaît en tant que fan ou comme toi en tant que professionnel. C'est un peu le principe de ces vidéos, c'est aussi de montrer finalement que bah, tout ça, bah, c'est ça le catch. Ben voilà, c'est ça, c'est une belle conclusion d'ailleurs. Mais merci, merci. Elle est bien trouvé, il est bien trouvé quand même hein, ce titre, hein, faut le dire. Hein. C'est ça le catch, ça passe bien. Hein. C'est pratique, ça passe avec tout. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais un petit clin d'œil à Christophe Ajus et Norbert Feuillon qui ont casé des petits C'est ça le catch en dédicace dans leurs émissions télé. Ça fait plaisir et je les remercie tout plein. Bah écoute, la dédicace est passée, on va dire. Bah écoute, merci à toi, Sturi, d'avoir accepté l'invitation pour cette émission. C'est vraiment très gentil à toi. Merci à toi. Voilà. Et puis donc n'oubliez pas, 24 novembre,
24 novembre, les débuts de C'est ça le catch FM. Et bah, très prochainement, si vous voulez me voir en live, le 28 novembre, je suis à la première date de la FFCP à Villeneuve-le-Roi, il me semble. J'ai encore un doute sur la ville. Ça doit être ça, tu mettras dans tes commentaires, dans ta description. Le 28 novembre en région parisienne en tant que speaker pour la FFCP. Rappelle-nous l'heure par contre de l'émission C'est ça le catch FM. 24 novembre, 20h. D'accord. Bah écoute, merci à toi et donc quant à nous, on se retrouve donc du coup très prochainement pour une autre vidéo, donc débrief, interview. On verra au gré de mon humeur, au gré de l'envie. Enfin voilà. Salut, salut! Salut!